prochaine vidéo sur les applications linéaires, parlons maintenant de réduction des endomorphismes et en particulier de la diagonalisation. Alors une remarque tout de suite, je ne vais faire ici qu'une version partielle de la réduction des endomorphismes ou de la diagonalisation. En particulier, dans cette vidéo, je ne vais pas vous apprendre à trouver ce qu'on va appeler des valeurs propres d'un endomorphisme ou d'une matrice. Et comme je ne vais pas vous apprendre comment est-ce qu'on les trouve, eh bien je ne pourrai pas non plus vous donner des résultats, des théorèmes très précis et rigoureux. On va se contenter ici de sentir les choses, de voir comment ça marche et comment on peut faire les choses dans des cas relativement simples, mais je ne peux pas vous donner le théorème très rigoureux parce qu'il nous manquera cette notion-là. Vous avez une autre vidéo dans laquelle par contre je fais une version complète et rigoureuse de la diagonalisation. Alors on va se consacrer ici à l'étude des endomorphismes, c'est-à-dire l'étude des applications linéaires d'un espace vectoriel dans lui-même. Quand on se donne un endomorphisme, il est tout à fait légitime de se demander s'il existe une base dans laquelle son expression est simple. Alors son expression ou la matrice de l'application linéaire dans cette base bien choisie. On a vu par exemple que c'est le cas pour les symétries et les projections. Quand on se place dans une base bien choisie, effectivement, l'image des vecteurs de cette base s'écrit de façon très très simple, et si on prend la matrice de cette application linéaire dans la base bien choisie, à nouveau on a une matrice très très simple puisqu'elle est diagonale avec, alors selon le cas, des 1 et des moins 1 ou des 1 et des 0 sur sa diagonale. Donc l'idée c'est de se demander est-ce qu'il est possible de trouver une base dans laquelle l'expression matricielle de notre application linéaire va être diagonale, c'est le meilleur des cas possible, et si jamais je ne peux pas en trouver une base pour que la matrice soit diagonale, est-ce qu'au moins je peux trouver une base pour laquelle ma matrice va être triangulaire? Alors attention, je ne vais pas dans cette vidéo vous montrer comment est-ce qu'on peut trouver une matrice triangulaire, en tout cas trouver une base dans laquelle l'application linéaire a une matrice triangulaire. Alors avant de passer à la suite, je vais faire un petit rappel sur les formules de changement de base. Donc on a déjà vu ça dans une autre vidéo, la vidéo sur le changement de base justement. Alors si on prend F un endomorphisme de V et qu'on prend B et B', deux bases de V, eh bien on peut relier la matrice de F dans B' avec la matrice de F dans B. Comment? Eh bien au moyen de la formule que vous avez ici, donc matrice de F dans B', c'est la matrice de passage de B' à B, ou l'inverse de la matrice de passage de B à B', fois la matrice de F dans B, fois la matrice de passage de B à B'. Attention, je rappelle, le produit matriciel n'est pas commutatif, l'ordre est important. Et puis, je vous rappelle le petit moyen mnémotechnique que je vous avais donné pour retenir cette formule. Donc on retrouve les B' là tout autour et les B dans la partie centrale. Bien, alors, ceci étant rappelé, et on le garde bien en tête, parce que on a dit, on veut trouver une base dans laquelle l'expression matricielle de l'application linéaire va être plus simple. Donc oui, il va falloir être capable de relier la matrice de mon application linéaire dans la base bien choisie et dans la base dans laquelle on travaillait, en général dans la base canonique. Alors je vais commencer par des définitions et propriétés. Alors je vais le faire d'abord en version endomorphisme et puis on verra la version matricielle juste après et vous verrez que c'est quasiment la même chose. Alors prenons F, un endomorphisme de V. Si jamais il existe un vecteur V dans grand V, V non nul, vecteur non nul, et en plus s'il existe un nombre réel lambda, lambda a le droit d'être égal à 0, lui, tel que f de v est égal à lambda v.
Donc, si je peux trouver un vecteur v non nul et un réel lambda tel que f de v égale lambda v, eh bien, on va dire que lambda est une valeur propre de f et on dit que v est un vecteur propre de f. Alors ça marche un petit peu dans tous les sens, hein, ce que je viens de dire. Si vous trouvez v et lambda qui vérifient tout ça, bon, bah, vous avez une valeur propre et un vecteur propre. D'ailleurs, on dit souvent v vecteur propre de f associé à la valeur propre lambda. Il y a vraiment le lien entre les deux. Mais ça marche dans tous les sens. Par exemple, si vous savez que lambda est une valeur propre de f, ça veut dire qu'il existe un vecteur v non nul tel que f de v égale lambda v. Et puis de la même façon, si vous savez que v est un vecteur propre de f, ça veut dire qu'il existe un réel lambda tel que f de v égale lambda v. Alors, propriété que je vais vous demander d'admettre, je ne vais pas la démontrer ici, le nombre de valeurs propres de f est toujours inférieur ou égal à la dimension de v. Je ne peux pas en avoir plus. Si je suis dans R3, par exemple, au mieux, j'aurai 3 valeurs propres, mais je ne peux pas en avoir 4, par exemple. C'est impossible. Alors, en version matricielle, comment est-ce que ça se traduit? Eh bien, prenons A une matrice carrée d'ordre n. S'il existe V matrice colonne de taille n, attention, V non nul, donc pas matrice colonne nulle, et s'il existe un réel lambda, encore une fois, il a le droit d'être égal à 0, tel que A fois V égale lambda V, le pendant matriciel de f de v, c'est bien A fois V. Eh bien, dans ce cas-là, on va dire que lambda est une valeur propre de A, et on va dire que V est un vecteur propre de A. Et ça marche exactement pareil. Si jamais vous savez que lambda est une valeur propre de A, ça veut dire qu'il existe une matrice colonne V non nulle, telle que AV est égal à lambda V. Et si vous savez que V est un vecteur propre de A, eh bien ça veut dire qu'il existe un réel lambda tel que AV égale lambda V. Et on retrouve également la propriété qui nous dit que le nombre de valeurs propres de A est toujours inférieur ou égal à n, ici à la taille de la matrice. Alors continuons avec une autre propriété. Si V est un vecteur propre de A ou de F, ça marche pareil, alors pour tout réel x non nul, xv est aussi un vecteur propre de A ou de F, c'est pareil. Alors attention, on prend bien x non nul, puisque si vous prenez 0, 0v c'est le vecteur nul, et ça ne peut pas être un vecteur propre. Alors, pourquoi est-ce que c'est vrai? C'est simplement une application de la définition. V, vecteur propre de A, ça veut dire qu'il existe un nombre réel lambda, tel que, je vais le faire en version matricielle, AV est égal à lambda V. Oui, mais moi je veux pas V, je veux XV. Qu'est-ce que je fais? J'ai le droit de multiplier toute mon égalité par X. X est différent de 0, il n'y a aucun souci. Et maintenant, j'applique les propriétés du produit matriciel, ou plutôt du produit d'une matrice par un réel. X fois V, c'est aussi A fois XV. Et puis X fois lambda V, c'est aussi lambda fois XV. Et ça y est, c'est terminé. Vous voyez que j'ai bien A fois mon vecteur XV qui est égal à lambda fois mon vecteur XV. Donc oui, si V est un vecteur propre de A, alors pour tout réel x, XV est un vecteur propre de A, et c'est même un vecteur propre de A associé à la même valeur propre que V. Donc ça veut dire que finalement, des vecteurs propres, on en a une infinité. On en a quasiment une droite vectorielle, il nous manque juste le 0. Mais j'en ai une infinité, tout le temps. D'accord? Donc si, je sais pas moi, si V est un vecteur propre, vous savez que 2V est aussi un vecteur propre, associé à la même valeur propre,
5V aussi, etc., etc. Bien, continuons. Alors, si jamais on peut construire une base de V formée de vecteurs propres de F, eh bien dans ce cas-là, la matrice de F dans cette base sera diagonale. Voyons pourquoi. On va se placer ici dans, disons, VCR3. Ce sera plus simple, mais ce que je vais raconter marchera dans n'importe quel espace vectoriel de dimension 3, et puis vous verrez que ça va se généraliser très très simplement. Admettons, on est dans R3. Je vais prendre UVW, une base de mon espace vectoriel. Oh, allez, je vais mettre V, c'est encore plus simple. Je veux la matrice de F dans cette base-là. On va l'appeler B. Qu'est-ce que j'ai? Eh bien, pour avoir la matrice de F dans la base B, il faut que j'exprime F de U, F de V et F de W en fonction de U, V, W. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que U est un vecteur propre de F. C'est l'hypothèse qu'on a fait. On peut construire une base de V formée de vecteurs propres de F. Donc, oui, j'aurais pu préciser base de V formée de vecteurs propres. Bon, U vecteur propre de F, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe un réel, disons lambda 1, tel que F de U est égal à lambda 1 fois U. C'est la définition de U vecteur propre de F. Bon, bah ça y est, je peux remplir ma première colonne. F de U, c'est égal à lambda 1 U plus 0V plus 0W. Bon, mais V, c'est aussi un vecteur propre de F. Ça veut dire qu'il existe lambda 2 réel, tel que F de V est égal à lambda 2 fois V. Donc, deuxième colonne, F de V, c'est 0U plus lambda 2V plus 0W. Et puis W, c'est aussi un vecteur propre de F, ça veut dire qu'il existe une valeur propre lambda 3 réelle, telle que F de W est égal à lambda 3W. Et donc, troisième colonne, F de W, c'est 0U plus 0V plus lambda 3W. Et donc, vous voyez bien que oui, ma matrice est bien diagonale. Même plus que ça, elle est diagonale et je sais ce qu'il y a sur la diagonale. Sur la diagonale, je trouve les valeurs propres de F. Alors, valeurs propres de F, éventuellement répétées. Je ne l'ai pas précisé jusque-là. Et c'est lié à ce que je vous ai dit, que je n'allais pas vous démontrer. On tombe là dans le côté un petit peu moins rigoureux. Mais effectivement, je peux avoir, si je reprends mon exemple ici, je peux tout à fait avoir, par exemple, lambda 2 qui est égal à lambda 3. C'est une possibilité, c'est pas un problème. Donc, si on peut construire une base de V formée de vecteurs propres de F, et bien dans ce cas-là, la matrice de F dans cette base va être diagonale, et sur la diagonale, on aura les valeurs propres de F. Eh bien, on dit dans ce cas-là que la matrice de F est diagonalisable. Alors, conséquence, si une matrice est diagonalisable, ça veut dire que je peux construire une base de V formée de vecteurs propres et donc quand je vais prendre la matrice de F dans cette base, je vais avoir une matrice diagonale. Sauf que quand je prends là, ces deux matrices du même endomorphisme mais dans des bases différentes, ça c'est ce qu'on avait appelé des matrices semblables. Donc si une matrice est diagonalisable, alors elle est semblable à une matrice diagonale. Et ça marche dans l'autre sens aussi. Si une matrice est semblable à une matrice diagonale, alors elle est diagonalisable, puisque dans ce cas-là, ça veut dire que je peux trouver une base dans laquelle
mon endomorphisme s'écrit, ou plutôt a une matrice diagonale. Bien, alors, quelques remarques, enfin quelques, deux. La première, j'ai bien dit si, je vais vous remettre, si on peut construire une base de V formée de vecteurs propres de F. Mais on ne peut pas forcément trouver une base de vecteurs propres. Dans ce cas-là, on dit tout simplement que la matrice n'est pas diagonalisable. Et il y en a des matrices qui ne sont pas diagonalisables. Deuxième remarque, les valeurs propres sont aussi ce qu'on appelle des invariantes de similitude, c'est-à-dire que deux matrices semblables vont avoir les mêmes valeurs propres. C'est normal, c'est le même endomorphisme que je représente dans des bases différentes. Et donc, la valeur propre, elle est associée à l'endomorphisme. C'est le même endomorphisme, donc il a les mêmes valeurs propres, peu importe dans quelle base est-ce que je vais regarder tout ça. Je vous rappelle que des invariants de similitude, on en a déjà vu. On avait vu la trace, le déterminant et le rang. Eh bien, quatrième invariant de similitude qu'on voit, les valeurs propres. Alors, je vous ai dit, je ne vais pas vous donner de théorème très rigoureux, notamment pour vous expliquer, pour pouvoir dire la matrice est diagonalisable ou elle n'est pas diagonalisable. Mais voyons quand même un cas particulier, le cas particulier de R3, celui qui va nous intéresser, nous ici, beaucoup plus. Alors en dimension 3, bon, R3 ou pas R3, mais nous en général on va prendre R3, si A, ou F, c'est pareil, a exactement 3 valeurs propres. Rappelez-vous, je vous ai dit, on a au plus la dimension en nombre de valeurs propres. Donc, quand je suis en dimension 3, au plus, je vais avoir 3 valeurs propres. Eh bien, si j'en ai exactement 3, dans ce cas-là, A, elle sera diagonalisable. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de prendre une base formée d'un vecteur propre associé à chacune des valeurs propres. Pour la première valeur propre, vous prenez un vecteur propre. Pour la deuxième, vous en prenez un. Pour la troisième, vous en prenez un. Ces 3 vecteurs propres-là, eh bien, ils seront forcément linéairement indépendants. Et 3 vecteurs linéairement indépendants en dimension 3, c'est forcément une base. Donc, si on a exactement 3 valeurs propres différentes, dans ce cas-là, aucun souci, la matrice est diagonalisable, il suffit de trouver des vecteurs propres. Si jamais j'ai strictement moins de 3 valeurs propres, et là, on est un petit peu embêté. Parce que notre matrice ou notre endomorphisme peut être diagonalisable ou pas. Les deux cas de figure sont possibles. Réfléchissons 2 petites secondes. Admettons, j'ai 2 valeurs propres. J'ai lambda 1 et j'ai lambda 2. Admettons, pour lambda 1, je regarde tous les vecteurs propres et j'arrive à prendre un vecteur propre associé à la valeur propre lambda 1. Et puis tous les autres, ils sont proportionnels à celui-là. Et puis pour lambda 2, admettons, j'arrive à en trouver 2 qui sont linéairement indépendants. V et W, donc des vecteurs propres. Les deux sont linéairement indépendants. C'est-à-dire que quand je prends tous les vecteurs propres associés à la valeur propre lambda 2, j'arrive à en avoir tout un plan. Dans ce cas-là, pas de problème. Quand je vais prendre U, V, W, eh bien je vais avoir une base de R3, ou en tout cas de mon espace vectoriel. Donc ça veut dire que ma matrice va être diagonalisable. Par contre, si jamais, pour lambda 2, j'arrive à trouver qu'une seule valeur propre, donc tous les vecteurs propres que j'arrive à trouver sont tous proportionnels. Dans ce cas-là, je suis bien embêtée. Quand je veux
trouver ma base de vecteurs propres. Je prends U, je prends V, et ensuite, je suis bloquée. Si je veux un vecteur propre associé à lambda 1, non, ils sont tous proportionnels, donc ce ne sera pas une base, puisque ce ne sera pas linéairement indépendant. Pareil, si je veux en prendre un associé à la valeur propre lambda 2, je ne peux pas, parce que si je fais ça, il ne sera pas linéairement indépendant avec V, donc ce ne sera pas une base. La seule possibilité que j'ai pour prendre une base, pour rajouter un troisième vecteur, c'est de prendre un troisième vecteur W qui va être linéairement indépendant avec les deux premiers, sauf que lui, il ne sera pas un vecteur propre. Donc ça veut dire que je ne peux pas, dans ce cas-là, trouver une base de vecteurs propres, et donc ma matrice ne sera pas diagonalisable. Alors, c'est là où le fait de ne pas vous dire exactement comment est-ce qu'on trouve les valeurs propres est problématique pour vous donner un résultat rigoureux. J'essaye là de vous faire sentir les choses, j'espère que vous avez à peu près compris ce que j'ai voulu vous dire. Mais quand on a vraiment la façon dont on trouve les valeurs propres, on a des éléments qui nous permettent de donner un résultat très rigoureux et de pouvoir dire, avec un critère très précis, si j'ai telle égalité, alors oui, la matrice est diagonalisable, sinon elle n'est pas diagonalisable. Bon, nous, on va se contenter de ce que je viens de vous expliquer. Allez, faisons quelques exemples. Alors, premier exemple, je prends ma matrice A ici, qu'on va considérer comme étant la matrice d'un endomorphisme F d'un espace vectoriel de dimension 3, et on va admettre que les valeurs propres de A sont 1, moins 2 et 3. D'accord? Donc toujours dans la même idée, je vous donne les valeurs propres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on a dit, alors déjà, il y a 3 valeurs propres, on est en dimension 3, on sait que la matrice va être diagonalisable. Attention, quand je dis on sait, il va falloir le démontrer correctement. Il va falloir trouver, expliciter une base de vecteurs propres, et montrer que c'est une base, mais on sait qu'elle sera diagonalisable. Alors, j'ai dit, il va falloir qu'on donne une base de vecteurs propres. Pour ça, il va falloir les trouver, ces vecteurs propres. Alors, commençons. Je vais chercher, pour commencer, les vecteurs propres qui sont associés à la valeur propre 1. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher les vecteurs, disons V. Alors ici, on va prendre une matrice de taille 3,1, matrice colonne, qui n'est pas la matrice nulle, telle que AV, ou F de V, allez, je vais le mettre dans les deux versions, non, j'ai dit AV matrice, donc A fois V, est égal à 1 fois V. C'est-à-dire, tout simplement, AV est égal à V. Eh bien, allons-y, cherchons ça. Alors, AV égale AV. Ça, c'est équivalent. Alors, ce qu'on va faire, on va chercher V sous la forme X, Y, Z. Égale donc X, Y, Z. Alors, on remplace notre matrice. Donc, moins 2, 3, moins 3. 5, moins 4, 7, 5, moins 5, 8, fois notre x, y, z, et ça, on veut que ce soit égal à x, y, z. On fait le produit. Allez, je vais encore développer un peu, mais je ferai moins développer pour la suite. Donc, moins 2x plus 3y moins 3z, 5x moins 4y plus 7z, et puis 5x moins 5y plus 8z, ça on veut que ce soit égal à x, y, z, c'est-à-dire qu'il nous faut résoudre le système moins 2x plus 3y moins 3z égale x, 5x moins 4y plus 7z égale à y, et puis 5x moins 5y plus 8z qui doit être égal à z. Et maintenant, on résout ce système. Alors, je ne vais pas faire la résolution ici. Je vous laisse la faire et vérifier qu'on trouve
x égale à y et z égale à 0. Ça veut donc dire que on va avoir f de v, je l'ai fait en version matricielle, AV égale AV, si et seulement si, eh bien, si et seulement si, V appartient à l'ensemble des vecteurs ou des matrices colonnes qui s'écrivent sous la forme x, x, 0, où on a x qui est un réel. Bon, mais ça, c'est l'ensemble des x fois 1, 1, 0, où j'ai x réel. Et ça, par définition, eh bien, c'est la partie engendrée par juste le vecteur 1, 1, 0. Alors, une remarque, hein, là, j'ai bien dit AV égale V si et seulement si. J'ai pas dit V vecteur propre associé à la valeur propre 1 si et seulement si, parce que vous voyez que dans cet ensemble, on a le vecteur nul, alors que le vecteur nul ne peut pas être un vecteur propre. Bon, posons petit a, ça va être le vecteur 1, 1, 0. On va le garder en tête, c'est un vecteur propre associé à la valeur propre 1. Bon, continuons. Allez, maintenant on va chercher un vecteur propre associé à la valeur propre moins 2. Allez, j'écris un petit peu moins de choses. f de v égale moins 2v. Eh bien, ça revient à résoudre le système. Moins 2x plus 3y moins 3z est égal à moins 2x. 5x moins 4y plus 7z est égal à moins 2y. Et puis 5x moins 5y plus 8z est égal à moins 2z. On résout ce système, encore une fois, je ne détaille pas tout. On trouve y égale z et x égale moins z. Donc ça veut dire que on a f de v qui est égal à moins 2v. Effectivement, je l'ai écrit en version endomorphisme ici, c'est pareil. Quel que soit le vecteur v, qui appartient à l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent, eh bien, moins z, 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 où j'ai z qui est un réel. Et ça, eh bien, c'est la partie qui est engendrée par le vecteur moins 1, 1, 1. Posons B, le vecteur moins 1, 1, 1. C'est un vecteur propre associé à la valeur propre moins 2. Allez, on continue. Cherchons les vecteurs propres associés à la valeur propre 3. f de v égale 3v. Eh bien, ça revient à résoudre. Moins 2x plus 3y moins 3z égale 3x. 5x moins 4y plus 7z égale à 3y. Et puis 5x moins 5y plus 8z est égal à 3z. Je résous mon système et je trouve y égale z et x égale à 0. Donc on a f de v qui est égal à 3v, si et seulement si v appartient à l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent 0, y, y, où on a y réel. Et ça, c'est la partie engendrée par le vecteur 0, 1, 1. Posons donc C, le vecteur 0, 1, 1. C est un vecteur propre associé à la valeur propre 3. Alors maintenant qu'on a fait tout ça, eh bien, on a quasiment terminé. On veut une base formée de vecteurs propres. Alors, prenons donc A, on a dit que c'est 1, 1, 0. B, on a dit que c'était moins 1, 1, 1. Et C, on a dit que c'est 0, 1, 1.
On va regarder l'ensemble formé par ces trois vecteurs. Est-ce que ça nous donne une base de notre espace vectoriel ou pas? Pour ça, il y a plusieurs façons de faire. On est en dimension 3, j'ai 3 vecteurs, donc pour montrer qu'on a une base, il suffit de montrer que c'est linéairement indépendant ou de démontrer que c'est générateur. Là, ça va être compliqué de démontrer que c'est générateur, surtout qu'en plus on ne sait même pas quel espace vectoriel c'est. Mais montrer que ces 3 vecteurs sont linéairement indépendants, c'est pas compliqué. Alors on peut soit prendre une combinaison linéaire nulle et puis montrer que les seules solutions, ce sont toutes les inconnues égales à 0, ou bien on peut tout simplement mettre ces coordonnées dans une matrice en colonne et calculer le déterminant. Donc je veux calculer le déterminant de 1, 1, 0, moins 1, 1, 1, 0, 1, 1. Alors je ne vais pas le faire ici. Le déterminant, on trouve 1. Si vous ne me croyez pas sur parole, faites le calcul. 1, c'est différent de 0. Donc ça veut dire que A, B, C est une base de notre espace vectoriel, mais une base de vecteurs propres de notre espace vectoriel. Et donc, par définition, ça veut dire que A est diagonalisable. Et puis, lorsqu'on fait une diagonalisation, donc oui, on cherche les vecteurs propres, on prend et on démontre qu'on a une base de vecteurs propres, on en déduit qu'elle est diagonalisable, mais on va plus loin. On donne la matrice diagonale, donc D. D, c'est quoi? Eh bien, on a dit, c'est la matrice diagonale dans laquelle on va mettre les valeurs propres. Attention, pas dans n'importe quel ordre. D, c'est la matrice de F dans la base ABC. Donc, en première colonne, je dois avoir F de A exprimé en fonction de ABC. Et F de A, par construction, c'est égal à A. Donc, je vais avoir 1, 0, 0. Et donc, la valeur propre que je mets en première colonne, c'est la valeur propre associée au premier vecteur propre de ma base. En deuxième, je vais mettre la valeur propre associée au deuxième vecteur propre de ma base, donc B. B, c'était un vecteur propre associé à la valeur propre moins 2, donc j'ai 0, moins 2, 0. Et ensuite, je vais avoir 0, 0, 3. Il faut ensuite préciser la matrice de passage, P. Matrice de passage de la base de départ à la base bien choisie, la base de vecteur propre. Mais ça tombe bien. En fait, c'est la matrice dont on a calculé le déterminant ici. Donc, 1, 1, 0, moins 1, 1, 1 et 0, 1, 1. Et on précise la relation entre ces différentes matrices. On a A qui est égal à P fois D fois P moins 1. C'est la fameuse formule de changement de base que je vous ai rappelée au début. Éventuellement, mais ce n'est pas une obligation quand on fait la diagonalisation, on peut aussi préciser ce que vaut P-1. Ici, P-1, c'est égal à 0, moins 1, 1, 1, 1, moins 1 et moins 1, moins 1, 2. Autant tout ce qu'on a au-dessus est toujours nécessaire, autant donner P-1, là c'est plus vraiment de la diagonalisation, c'est du calcul d'inverse de matrice. Bien. Voyons d'autres exemples dans le cas où cette fois on n'a plus 3 valeurs propres, mais voyons ce qui se passe quand on en a par exemple que 2. Alors on prend cette fois cette nouvelle matrice A, et donc toujours pareil, on considère que c'est la matrice d'un endomorphisme F, d'un espace vectoriel de dimension 3, et on va admettre que les valeurs propres de A sont moins 1 et 2, et on va même admettre qu'il n'y en a pas d'autres. On va procéder exactement de la même manière. Là, la seule différence, c'est qu'on ne sait pas encore si la matrice est diagonalisable. Mais c'est pas grave, on va dérouler la méthode et puis on verra bien si on arrive à construire une base de vecteurs propres ou pas. Alors commençons. Cherchons les vecteurs propres associés à la valeur propre moins 1.
allez, AU égale moins U. Je vais prendre U, pourquoi pas, et je le fais en version matricielle, pourquoi pas. Ça revient à résoudre le système lorsque je prends U, hein, qui est le vecteur x, y, z. Eh bien, ça revient à résoudre 2x égale à moins x, moins 3x plus 5y moins 6z qui doit être égal à moins y, et puis moins 3x plus 3y moins 4z qui doit être égal à moins z. On résout ce système et on trouve x égale à 0 et y égale à z. Donc, ça veut dire qu'on va avoir AU égale à moins U si et seulement si U appartient à l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent 0, y, y, où on a y un réel. Et ça, c'est la partie engendrée par le vecteur 0, 1, 1. Alors, posons A ce vecteur 0, 1, 1. C'est un vecteur propre de A associé à la valeur propre moins 1. Cherchons maintenant les vecteurs propres associés à la valeur propre 2. AU égale à 2U. Bon, bah ça, il faut résoudre 2x égale à 2x, moins 3x plus 5y moins 6z égale à 2y, et puis moins 3x plus 3y moins 4z égale à 2z. On résout ce système et on trouve, alors, plusieurs façons de l'écrire. Par exemple, allez, je vais déjà l'écrire comme ça, on trouve que y est égal à x plus 2z. Bon, ça se voit assez facilement, hein. Vous voyez que la première équation, par exemple, elle sert strictement à rien. 2x égale 2x, c'est toujours vrai. Et puis, bah, vous pouvez avancer, vous verrez qu'on se ramène à ça. Donc, ça veut dire que AU est égal à 2U, quel que soit U, appartenant à l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent, eh bien, x plus 2z, z, ou gz, et x, de réel. Donc, x et z, hop, de réel. Bon, ben ça, vous voyez bien que c'est x fois le vecteur 1, 1, 0, plus z fois le vecteur 0, 2, 1. Donc, ça veut dire que c'est la partie engendrée par les vecteurs 1, 1, 0 et 0, 2, 1. C'est-à-dire qu'on a un plan, hein, ici, un plan vectoriel. Bon, bah, très bien. Et bah, posons cette fois. B, ça va être le vecteur 1, 1, 0. Et on va prendre C, le vecteur 0, 2, 1. Vous voyez qu'ici, on a à nouveau 3 vecteurs propres. Le A, le B et le C. Et j'en ai 2 qui sont associés à cette valeur propre 2, mais c'est pas grave. Et on le voit bien ici, ils sont linéairement indépendants, hein, ils engendrent tout un plan. Alors, on va quand même vérifier qu'on a bien une base de notre espace vectoriel. Alors, pour ça, eh bien, on va reprendre la matrice dans laquelle on va mettre nos vecteurs en colonne. Alors, A, c'était le vecteur 1, 1, 0. B, c'était 0, 2, 1. Et C, c'est 0, 1, 1. Cette matrice, elle a pour déterminant 1. 1, c'est différent de 0. Donc, ça veut dire que A, B, C est une base de vecteurs propres de l'espace vectoriel. Donc oui, A est diagonalisable. Et on va avoir, eh bien, la matrice D, c'est quoi? Alors, si je prends... D'ailleurs, non, j'ai pas pris ABC là. J'ai pris
BCA. Alors, hop, je mets ça comme il faut. Pardon. BCA. Peu importe, c'est le déterminant de la matrice que j'ai calculé. Je vais m'en tenir à ça. Alors, eh bien, je vais avoir d'abord l'image de B. Mais B, c'était un vecteur propre associé à la valeur propre 2. Donc 2, 0, 0. Ensuite, C, vecteur propre associé à la valeur propre 2. Donc 0, 2, 0. Et ensuite A, vecteur propre associé à la valeur propre moins 1. Donc 0, 0, moins 1. La matrice de passage, eh bien, c'est celle dont on a calculé le déterminant. Hop là. Et la relation entre ces matrices A égale P fois D fois P-1. Alors, ça me permet d'ailleurs de faire une remarque. Là, effectivement, vous voyez que j'ai pris BCA. Mais j'aurais pu prendre ABC. Bon, au niveau du déterminant, ça aurait peut-être changé légèrement le déterminant, encore que là, pas vraiment, parce qu'on fait 2 permutations, donc j'ai 2 moins, ce qui fait un plus. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'ordre. Chercher d'abord les valeurs propres, les vecteurs propres plutôt associés à moins 1 ou à 2, il n'y a pas d'ordre, d'accord ? Par contre, là où c'est important, c'est que quand vous choisissez un ordre, par exemple de votre base, vous y tenez. La valeur propre qu'on a là dans la première colonne de D, c'est la valeur propre qui est associée au vecteur propre qui est dans la première colonne de P. Hein. Et pareil pour la deuxième colonne et pareil pour la troisième colonne. Après, vous choisissez dans quel ordre vous les mettez. Mais une fois que vous avez choisi l'ordre, on ne peut pas faire autrement que garder le même ordre à la fois pour D et pour P. Bien. Donc on vient de voir un cas où on a beau être en dimension 3 et n'avoir que 2 valeurs propres, la matrice est bien diagonalisable. Allez, faisons un dernier exemple. On va prendre cette fois la matrice A qui est ici. Bon, elle est un petit peu plus compliquée que la dernière, c'est pas grave. Mais vous voyez qu'on a les mêmes valeurs propres. À nouveau, j'ai juste moins 1 et 2. Est-ce qu'elle va être diagonalisable? Bon, vous vous doutez bien que ce ne sera pas le cas. Comme ça, on aura vu un exemple de chacun des cas. Mais voyons pourquoi. Alors, je vais chercher les vecteurs propres associés à la valeur propre moins 1. Allez, AU égale moins U. Eh bien, il va falloir résoudre x plus y moins z égale moins x. Moins 4x plus 6y moins 7z est égal à moins y. Moins 3x plus 3y moins 4z égale à moins z. On résout et on trouve que x est égal à 0 et que y est égal à z. Donc on a AU égale à moins U, si et seulement si U appartient à l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent 0, y, y, où on a y un réel, c'est-à-dire l'ensemble engendré par le vecteur 0, 1, 1. On va poser à ce vecteur 0, 1, 1. Et donc c'est un vecteur propre associé à la valeur propre moins 1. Cherchons maintenant les vecteurs propres associés à la valeur propre 2. AU égale 2U. Ça revient à résoudre x plus y moins z égale à 2x. Moins 4x plus 6y moins 7z égale à 2y. Et moins 3x plus 3y moins 4z est égal à 2z. On résout ce système et on trouve z égale à 0 et x égale à y. Donc ça veut dire qu'on va avoir AU est égal à 2u si et seulement si U appartient à l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent x, x, 0, x, un réel,
c'est-à-dire la partie engendrée par le vecteur 1, 1, 0. Posons B, qui est le vecteur 1, 1, 0, c'est un vecteur propre associé à la valeur propre 2. Et maintenant, je peux prendre A et B, mais qu'est-ce que je fais pour le troisième vecteur qu'il me faut pour avoir une base de mon espace vectoriel? J'ai pas le choix. Les seules valeurs propres sont moins 1 et 2. Donc, il me faut un troisième vecteur propre. Je vais prendre un vecteur propre associé à la valeur propre moins 1. Oui, mais les vecteurs propres associés à la valeur propre moins 1, ils s'écrivent tous y fois le vecteur a. Donc, ça veut dire que là, je vais mettre ya. Oui, mais a et ya, c'est lié. Donc, ça ne peut pas être une base de mon espace vectoriel. Donc, je ne peux pas prendre un vecteur propre associé à la valeur propre moins 1 pour troisième vecteur. Est-ce que je peux prendre un vecteur propre associé à la valeur propre 2 ? Si je veux un vecteur propre associé à la valeur propre 2, il faut que je le prenne dans cet ensemble-là, et cet ensemble-là, c'est tous les vecteurs qui s'écrivent x fois le vecteur b. Oui, mais encore une fois, si je prends x fois le vecteur b, vous voyez bien que b et xb, c'est lié. Donc ça ne peut pas être une base. Bon, qu'est-ce qui me reste? Je peux prendre un vecteur, disons, C, linéairement indépendant avec les deux premiers. Sauf que le problème, c'est que mon vecteur C, c'est pas un vecteur propre. Les seuls vecteurs propres, ce sont les vecteurs qui s'écrivent YA ou XB. Donc ça veut dire que je ne suis pas en mesure de trouver une base formée de vecteurs propres. Et là, on voit un petit peu les limitations de la version partielle que je suis en train de vous donner. On sent les choses, mais on n'a pas de moyens, je ne vous ai pas donné de moyens rigoureux de démontrer qu'on ne peut pas trouver une base. D'accord ? Mais l'explication est exactement celle que je viens de faire. Voilà qui va conclure cette vidéo. Je vous invite à aller voir la version plus complète et plus rigoureuse, ce sera bien mieux.